ChatGPT et les IA génératives, c'est aussi une aubaine, c'est un gain de temps énorme pour les hackers pour identifier des vulnérabilités en conséquence. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les acteurs doivent davantage se prémunir contre le risque cyber qui est grandissant. Dès lors que l'on a des outils de toute façon qui nous permettent de lutter efficacement contre la cyber, on va pouvoir potentiellement avoir une réutilisation de ces outils à des fins malveillantes. C'est un peu le jeu du chat et de la souris finalement. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs termes en fait qui sont propres à la matière, donc la cybersécurité, cybercriminalité, cyberrisque, cyberrésilience aussi. Alors qu'est-ce que veulent dire tous ces mots? Donc la cybersécurité, c'est le global. Donc c'est l'implémentation de mesures de sécurité sur le volet cyber, donc de la sécurité informatique. Tout ce qui va être cybercriminalité, c'est le pendant de la cybersécurité dès lors que nous avons des infractions qui sont commises en matière pénale. Et donc nous avons notamment des textes dédiés à ça, ce qu'on appelle les infractions de STAD. STAD, c'est l'acronyme pour Système de traitement automatisé de données. Et donc, il y a des infractions dédiées en matière pénale. Alors, bien entendu, on va retrouver toujours ces infractions couplées avec d'autres éléments un peu plus classiques, comme de l'escroquerie, par exemple, ou de l'abus de confiance. Cyber-résilience, c'est la nouveauté. C'est vraiment la nouvelle tendance. Ce terme-là est très fort. C'est l'idée de pouvoir continuer son activité, même en étant soumis à des cyber-risques. Et justement, qu'est-ce qu'un cyber-risque? Eh bien, c'est un risque pour notre résilience cyber, pour notre continuité d'activité. Et les cyber-risques peuvent être divers et variés. Ça peut être des risques internes, comme des risques externes. Ça peut être des risques pas du tout malveillants, comme des acteurs qui se font pirater par de vilains hackers avec des suites à capuche. Alors sur les principales attaques cyber, c'est vrai que sans commune mesure, l'attaque un peu reine, ça reste le ransomware, ce qu'on appelle aussi rançongiciel. Qu'est-ce qu'un ransomware? Ça consiste à pénétrer dans les systèmes d'information d'une entreprise, à investiguer un petit peu pour regarder comment est-ce que sont construits les systèmes d'information, puis après à déverser ce qu'on appelle un cryptolocker, dont la fonction est de chiffrer l'entièreté des données de l'entreprise. Donc là, vous êtes face à un acteur qui, quand il arrive le matin à sa table de travail, constate que plus aucune information n'est accessible. Les assaillants, du coup, vont vous proposer de payer une rançon pour pouvoir déchiffrer vos données et ainsi pouvoir vous permettre de retrouver votre activité initiale. C'est ça un ransomware en fait. C'est je chiffre les données et je propose une rançon pour déchiffrer les informations. Alors la tendance en ce moment, c'est que en plus de ce chiffrement, les assaillants réalisent une extraction de données. Donc, ils pénètrent dans les systèmes d'information, extraient une partie des données. Alors parfois on a des extractions qui sont un petit peu random, un peu hasardeuses. Parfois on a de l'extraction sur commande parce que en plus de l'action de ransomware, de chiffrement, on a en plus la volonté de certains acteurs d'obtenir certaines données un peu stratégiques. Et souvent, on le voit dans l'action d'exfiltration, c'est beaucoup plus ciblé. Et donc, cette exfiltration de données, elle permet déjà de doubler les revenus des assaillants parce que, en plus du revenu de la rançon, ils vont pouvoir aussi avoir un revenu complémentaire en cas de vente de ces données, notamment sur le dark web. Mais également un levier psychologique. C'est vrai que de dire non seulement j'ai chiffré vos données, mais en plus, je les ai et potentiellement, si vous ne me payez pas, je les diffuse, eh bien, ça crée un axe de pression complémentaire sur les acteurs. Ensuite, une autre grande typologie d'attaque que l'on connaît au quotidien, c'est le phishing. Les actions de phishing, généralement, elles permettent de créer des points d'entrée, parfois même pour monter des attaques un peu plus perfectionnées. Qu'est-ce qu'un phishing? Donc, ce qu'on appelle aussi le hameçonnage. En fait, c'est l'idée d'usurper une identité d'un compte, d'une personne, de quelqu'un de légitime, d'un vrai interlocuteur parfois que vous avez au quotidien, et de vous envoyer un faux mail qui contient une charge virale. Donc, c'est pareil, cette charge virale, elle peut être multiple, plusieurs techniques qui existent. Dès lors que vous allez cliquer sur un mauvais lien ou télécharger une pièce, eh bien là, votre ordinateur sera infecté. Et derrière, du fait de cette infection, on va pouvoir capter des données un peu stratégiques vous concernant. Par exemple, ça peut être un identifiant et des mots de passe, où on va pouvoir également diffuser, un peu comme une chaîne, d'autres mails de phishing. On a eu beaucoup ça l'été dernier. Donc le phishing, c'est vraiment une attaque qui se base sur les emails que vous allez recevoir
et qui consiste à usurper l'identité d'une personne que vous estimez être légitime pour pouvoir récolter des informations stratégiques vous concernant. Une deuxième grande famille d'attaques que l'on retrouve assez régulièrement, c'est les attaques DDoS. Donc DDoS, c'est une attaque ce qu'on appelle par déni de service. Donc l'idée d'une attaque DDoS, c'est de sursolliciter un serveur pour le faire tomber. Et ce serveur, du coup, n'est plus en mesure de vous fournir le service que vous demandez. Généralement, ça va être des serveurs web en fait que l'on va attaquer avec du DDoS, ce qui a pour conséquence de rendre des pages internet, des sites internet ou des services. Par exemple, vous avez un logiciel SaaS en ligne, eh bien ces outils-là ne seront plus accessibles pour les personnes qui souhaitent y accéder, s'y connecter, les utiliser. L'idée du DDoS, c'est un peu comme si vous avez une petite épicerie, par exemple de quartier, qui est en mesure d'accueillir 2, 3, 4 clients d'un coup. On imagine maintenant que à un seul instant, en même temps, vous avez 1 million de clients qui arrivent. Eh bien là, l'épicerie ne peut plus délivrer ses services et est obligée de baisser le store parce qu'elle ne peut pas faire face à un afflux aussi conséquent. C'est la même chose en fait avec une attaque DDoS. Alors après, il y a d'autres attaques aussi assez connues, par exemple, qui vont toucher des sites internet et notamment leurs bases de données. Donc en fait, on va faire des injections, ce qu'on appelle des attaques avec injection SQL, MySQL, etc., dont le but est de détourner l'utilisation de bases, des bases de données qui font fonctionner les sites pour les faire interagir avec vous. Et finalement, vous, hacker de la base de données, vous allez demander au site de vous fournir des informations sur la base de données présente sur le site. En gros, une attaque MySQL par injection SQL, ça va vous permettre de vider une base de données de toutes ses composantes. Donc le site internet a toujours accès à la base, mais un tiers aura également accès à la base de données et pourra les réutiliser pour faire des actions malveillantes et généralement des actions de phishing. Donc en fait, on voit que toutes ces attaques, elles peuvent aussi être regroupées dans des chaînes d'attaques. Je vais prendre un exemple de chaîne d'attaque. Je fais une attaque MySQL sur un site internet, ce qui me permet de récupérer le nom, les achats des personnes et les adresses email des clients d'un site e-commerce. Ensuite, je réalise des actions de phishing où j'essaye d'usurper des comptes clients un peu plus étayés et de l'information et en fait d'aller attaquer les données des particuliers. Et je peux aussi faire des actions en interne si je récupère des données d'administrateurs internes de la base pour pouvoir attaquer l'entreprise. Et derrière ça, une action de phishing, je récupère du coup des identifiants un peu stratégiques pour la boîte. Et derrière, je peux réaliser une autre action de ransomware qui va me permettre cette fois-ci de tout chiffrer, de récupérer une partie des données et de faire en sorte que l'entreprise paye une rançon en conséquence. Après, on va avoir tout un autre spectre d'attaques qui existe et qui joue sur des mécanismes sociaux, ce qu'on appelle aussi le social engineering. Donc le social engineering, ça consiste à capitaliser sur les biais humains et les vulnérabilités humaines. Alors un exemple très connu d'attaque de type social engineering, c'est la fraude au président. Donc dans la fraude au président, je me fais passer pour le président d'une entreprise, j'interroge le service comptable de l'entreprise et je lui demande de réaliser une action urgente parce qu'il y a un deal en cours qui est un peu stratégique pour la structure et donc de verser dans le cadre de ce deal un montant généralement conséquent de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros à une adresse bancaire que je fournis. Cette fraude au président, elle est facilitée aujourd'hui en plus avec les techniques et les technologies d'IA. Parce qu'avec de l'IA, on va pouvoir reproduire une voix, on va pouvoir potentiellement reproduire même un visage. Et donc, beaucoup d'hackers aujourd'hui utilisent énormément les techniques d'IA pour faire du social engineering en conséquence et en masse. Et vraiment, on est sur un social engineering d'une très grande qualité parce que très proche de la réalité des acteurs, de leur identité, etc. Donc ça, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Au demeurant, c'est vrai que l'IA, c'est un renouveau et c'est une aubaine pour les hackers parce que grâce à de l'IA, on est en mesure de faciliter tout ce travail d'exploration et d'identification de petites failles, de petites vulnérabilités que l'on va retrouver dans du code source. C'est bien connu, en fait, on peut utiliser ChatGPT aujourd'hui pour, par exemple, faire de l'audit de sécurité en lui demandant de se faire passer pour un auditeur légitime. Et ChatGPT est en mesure aujourd'hui de vous sortir les vulnérabilités d'un code informatique
et voire même, quand on maîtrise bien notre prompt engineering, de vous sortir les codes malveillants qui permettent d'exploiter ces vulnérabilités. Donc finalement, ChatGPT et les IA génératives, c'est aussi une aubaine, c'est un gain de temps énorme pour les hackers pour identifier des vulnérabilités en conséquence. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les acteurs doivent davantage se prémunir contre le risque cyber qui est grandissant. Dès lors que l'on a des outils de toute façon qui nous permettent de lutter efficacement contre la cyber, on va pouvoir potentiellement avoir une réutilisation de ces outils à des fins malveillantes. C'est un peu le jeu du chat et de la souris finalement. Point de vigilance et nouvelles tendances sur le risque cyber, nous avons aussi l'émergence d'actions réalisées par les victimes indirectes d'une attaque informatique, que sont les personnes concernées. Je prends un exemple, vous êtes un site qui propose en B2C des services, et en fait vous avez l'ensemble de vos clients qui sont impactés par l'attaque informatique parce que leurs données ont fuité et se retrouvent diffusées sur le dark web. Alors il faut être vigilant aujourd'hui parce que ces personnes qui sont également les victimes du coup de l'attaque peuvent engager la responsabilité de l'entreprise qui était censée avoir la garde un peu de leurs données. Ces actions sont diverses, ça peut être soit des actions individuelles, mais ça peut également être des actions collectives. Donc là, c'est même permis par le RGPD, dès lors que des acteurs, un groupe d'acteurs subit les conséquences d'un manquement aux règles du RGPD, notamment aux impératifs de sécurité, ils vont pouvoir aller demander un dédommagement de leur préjudice auprès de l'entreprise. Donc tout ça nécessite des actions, nécessite un temps de réflexion sur le volet juridique. Et souvent, quand on est face à une attaque cyber, c'est vrai que c'est la panique à bord. Faut pas se le cacher, les acteurs sont extrêmement stressés. Et donc, nous arrivons avec notre savoir-faire pour pouvoir les accompagner et gagner en sérénité, justement, lorsque ces incidents surviennent. Autre grande tendance aussi, qui est un petit peu la conséquence de l'accumulation de données et en fait de ce phénomène de big data, c'est qu'on a de plus en plus d'informations personnelles sur les membres d'une entreprise. Et donc là, on va réaliser des actions encore plus ciblées. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Vous avez la personne qui est en charge de toute la comptabilité d'une entreprise. Cette personne est mariée, mais elle a des activités extra-conjugales. Et ça, on le sait parce que cette personne a eu des comptes actifs sur Tinder et d'autres plateformes de ce type-là. Eh bien, parfois, cette information, cette donnée va fuiter parce que un des acteurs se sera fait hacker sur le dark web. Et on va pouvoir capitaliser sur cette information pour mettre la pression sur notre chef comptable et l'obliger à réaliser des actions malveillantes. Donc là, ça fait partie des nouvelles tendances. En fait, il ne faut pas du tout négliger toutes les données que l'on peut malheureusement retrouver sur vous, qui sont présentes et distribuées sur le dark web. Donc ça, c'est un vrai fléau aussi, ce côté hack social, mais sur une personne déterminée pour pouvoir la pousser à réaliser des actions malveillantes. Alors le règlement DORA, c'est le nouveau gros texte en matière de sécurité sur le volet financier. Alors généralement, pour les banques, DORA, c'est pas forcément un vrai challenge. Alors je m'explique. C'est vrai que les banques ont déjà un niveau de maturité très élevé sur le volet cyber. Et donc DORA, ça va surtout être une obligation d'ordre documentaire pour être en mesure de produire des éléments de preuve qui respectent le texte. Mais le challenge technique, entre guillemets, vraiment technique pour DORA, il n'est pas si important que ça pour les banques. Le vrai challenge, en fait, pour ces acteurs-là, ça va être sur le volet gouvernance pure, parce que là, ils vont devoir davantage manager, on va dire, leurs prestataires IT. Côté prestataire IT, pour le coup, DORA, c'est un peu une révolution, parce que désormais, le texte impose aux banques de s'assurer que les impératifs de sécurité sont bien respectés par les prestataires. Et donc là, ça va nécessiter une forte consolidation sur le volet contractuel, et puis la construction de tout un environnement et un écosystème conforme, compliant à DORA. Et donc là, pour le coup, il va y avoir pas mal de travail pour ces acteurs-là. NIS, alors NIS, Network Information Security, donc c'est une directive de l'Union européenne qui consiste à élever au fur et à mesure le niveau de résilience cyber pour des acteurs un peu stratégiques pour l'Europe. Donc on avait déjà NIS 1 qui s'intéressait à certains acteurs qu'on appelait les FSN et les OSE, et désormais NIS 2 étend encore plus le champ. Donc, on nous parle maintenant d'entités essentielles, etc. Et donc là, l'idée, ça va être d'augmenter de manière un peu plus globale le niveau de résilience cyber. Et je pense qu'on va avoir à un moment donné NIS 3 qui va encore plus étendre le champ et finalement
NIS, qui est à la base un texte sectoriel de sécurité, commence à devenir de plus en plus un texte un peu global sur les impératifs de sécurité. Un autre texte important, ça va être le RGPD. Le RGPD, c'est le texte même le plus global qui existe aujourd'hui en matière de sécurité, parce que tout le monde traite des données à caractère personnel, et donc tout le monde est soumis aux impératifs de l'article 32 notamment du texte, qui nous impose de construire toute une conformité autour de la sécurité. Certains même parlent de security by design, donc en fait de penser la mise en œuvre de traitements sur le volet aussi sécurité pour nous assurer que les traitements répondent bien aux exigences du texte et sont résilients sur le volet cyber. Il y a d'autres projets de texte également. On parle en ce moment beaucoup de la DSP2 qui va être renouvelée avec des obligations de sécurité encore plus importantes pour les acteurs qui proposent des services de paiement en ligne. On a également MiCA, donc là on est encore sur le secteur financier mais sur le volet très crypto, étant précisé que MiCA, donc pour les acteurs qui sont concernés par ça, pour être conforme à MiCA, on va devoir être conforme à DORA. Donc en fait les deux textes vont se répondre l'un et l'autre. Et puis la loi LOPMI dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc cette loi qui est une loi française comporte plein d'aspects et comporte notamment un volet cyber avec le volet assurance cyber. Parce que c'est vrai que c'était tout un débat. Est-ce que les assureurs sont en mesure de couvrir le risque cyber? Est-ce qu'ils peuvent légitimement prendre dans leur couverture le montant des rançons qui sont demandées par les cyberdélinquants? Donc c'est vrai qu'il y avait un vrai flou juridique que la loi LOPMI est venue balayer. Et donc désormais, les acteurs ont 72 heures pour déposer plainte. Et 72 heures, en termes de management de risque, c'est pas si évident que ça, parce que généralement, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'est l'attaque, de ce qu'elle représente. Et donc, ça va nécessiter la construction de toute une stratégie, tout un management du risque lorsque l'on est soumis, malheureusement, confronté à une attaque informatique. Il existe plusieurs défis juridiques à relever quand on doit gérer tout ce qui est cybersécurité, cyber-risque. Le premier défi, c'est l'anticipation. Et donc l'anticipation, ça se construit et il y a toute une logique de gouvernance par les risques qui doit être instaurée par les différents acteurs. Et justement, en fonction des réglementations qui vont s'appliquer, cette gouvernance par les risques, elle va être plus ou moins étayée. Si on est sur un volet RGPD, c'est vrai qu'on va être plutôt sur une gouvernance des risques sur le côté orienté vie privée, et donc avec toute une construction de la conformité sur ce volet-là. Quand on est sur d'autres axes de régulation, notamment avec DORA, avec NIS2, là on va devoir en plus étayer des risques davantage métiers et être en mesure d'y répondre. Donc tout va dépendre de la logique de gouvernance, et donc nous on accompagne les acteurs pour savoir déjà s'ils sont soumis à ces différentes réglementations et notamment les réglementations sectorielles, et puis de les accompagner sur comment est-ce qu'on manage d'un point de vue juridique la gouvernance du risque. Parce que généralement, on va avoir un management technique, sauf que ce management technique qui existait traditionnellement doit aujourd'hui répondre à des enjeux juridiques parce qu'on a des textes de loi qui viennent légiférer, réguler tout ça. Donc l'anticipation, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'action, les actions de réponse lorsque l'on est victime d'un cyber-risque, d'une cyberattaque. Et donc là, nous réalisons tout le management du risque juridique en cours avec des comités de pilotage, des comités de gestion de crise. Et l'idée de ces comités de gestion de crise, ça va être d'accompagner les acteurs dans les premières phases de l'incident. Parce que souvent, ces phases sont cruciales pour leur responsabilité juridique. Donc, on va devoir établir une stratégie cyber, qualifier le risque, qualifier les réglementations qui trouvent à s'appliquer et en conséquence, réaliser par exemple des actions de notification, des actions de communication auprès des personnes concernées, des actions aussi d'ordre précontentieuse ou contentieuse, dès lors que l'on se rend compte qu'un acteur de l'écosystème est particulièrement visé. Peut-être que cet acteur a commis des fautes dans sa gestion contractuelle, dans ses obligations de sécurité. Et puis il y a aussi le volet pénal avec le dépôt de plainte. Et donc là, nous accompagnons également les acteurs sur le dépôt de plainte, étant précisé que avec la nouvelle loi LOPMI, désormais nous avons 72 heures pour déposer plainte afin de pouvoir bénéficier d'une couverture assurantielle.
souvent, quand on est avec du risque cyber, c'est vrai que la question qui se pose, c'est est-ce que moi, je suis concerné par ce niveau d'exposition au risque cyber? Parce que finalement, je suis pas forcément le plus gros acteur du secteur. Et donc, est-ce que je peux être touché? Est-ce qu'il y a un intérêt à me toucher pour les hackers? Et donc, à cette question, malheureusement, la réponse est sans appel. Aujourd'hui, tous les acteurs, sans exception, sont vulnérables et peuvent être ciblés par une attaque informatique. Que vous soyez une grosse entreprise du CAC 40, une banque, un prestataire IT qui propose des services à ses clients, voire même un petit artisan du coin, un architecte, une profession individuelle. En fait, tous les acteurs aujourd'hui sont soumis au risque cyber. Donc ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. On ne va pas faire forcément la part des choses. Ce qui va varier, c'est surtout la typologie d'attaque. C'est vrai que quand on est sur des acteurs qui ont un niveau de résilience cyber assez élevé, on sera sur des attaques relativement sophistiquées. Parfois même, on est sur des attaques qui sont de l'ordre des actes de cyberguerre, parce que c'est des acteurs stratégiques. Et donc, la volonté des hackers, qui sont généralement instrumentalisés par certains États, ça va être de déstabiliser les services et les services qui sont proposés en France. Mais quand on est un plus petit acteur, on peut aussi être victime d'actes de cyberdélinquance avec une cybercriminalité qui va davantage chercher le rendement, donc avec des actions un peu plus simples de cyberdélinquance, mais qui sont quand même relativement néfastes. On peut tout à fait être une profession individuelle, par exemple, et être la victime d'un ransomware. Alors la question de la responsabilité, c'est toujours une question qui va se poser à un moment quand on est face à une cyberattaque, parce que généralement, évidemment, c'est le hacker qui est responsable. Donc ce hacker, si c'est une personne externe qui n'est pas en Europe ou qui n'est pas dans des pays avec lesquels on a des accords sur le volet droit pénal international, ça va être très compliqué d'aller chercher leur responsabilité. Je pense notamment au cas où on a des acteurs russes ou chinois qui sont à l'origine d'actes de cyberdélinquance. Mais par contre, on va pouvoir aller chercher une responsabilité des prestataires tiers qui ont pu contribuer à l'attaque informatique, ou en tout cas qui ont pu donner un peu du grain à moudre pour les hackers. Très généralement, quand on cible une entreprise sur des attaques un peu perfectionnées, on ne va pas s'attaquer directement à l'entreprise, on va s'attaquer à l'ensemble de son écosystème. Et donc, on va regarder quels sont tous les prestataires IT de l'entreprise pour pouvoir trouver un maillon faible. Et donc, l'idée, ça va être d'identifier un maillon faible et via ce maillon faible, en fait, de monter toute l'attaque en utilisant les accès à distance de ce prestataire IT un petit peu défaillant pour pouvoir pénétrer dans les systèmes d'information de notre véritable cible. Et donc là, toute la question, ça va être quelles étaient les exigences, les attentes en matière de sécurité qui sont présentes dans le contrat. Parce que évidemment, votre prestataire IT ne peut pas être votre assureur. On est bien d'accord là-dessus. Donc si la prestation IT, finalement, elle est assez faible en termes de valeur, etc., vous n'allez pas pouvoir faire supporter à votre prestataire IT l'ensemble du risque. Et donc, c'est un jeu de management contractuel qui va trouver à s'appliquer ici. D'où l'importance aussi de bien auditer régulièrement ces prestataires, de bien regarder quelles sont vos exigences et vos attentes en matière de sécurité informatique et de regarder aussi les capacités de votre prestataire à remplir ces exigences. Autre cas de responsabilité, quand on est sur une cyberdélinquance interne, parce que ça peut aussi assez régulièrement arriver. C'est un salarié qui va profiter des accès qui lui sont délivrés pour réaliser des actions malveillantes. Et donc ça arrive très régulièrement. Pareil, je prends un exemple avec un cas d'école. Vous avez un commercial grand compte qui gère tel gros client et qui part à la concurrence parce qu'il se fait chasser. Et donc évidemment, quand il va essayer de partir à la concurrence, il va vouloir prendre des données stratégiques de l'entreprise pour les apporter à son futur employeur. Eh bien ça, il faut savoir que c'est un acte de cyberdélinquance qui est réprimable tant sur le volet pénal que sur le volet de la responsabilité civile. Parce que derrière, c'est aussi une divulgation de secrets des affaires, de secrets de fabrique, parfois aussi, on peut aller sur le terrain du secret de fabrique. Et donc tous ces éléments-là vont pouvoir nous permettre de fonder une action pour engager la responsabilité du salarié fautif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses ou que cette vidéo aura pu permettre de confirmer ou consolider vos connaissances en la matière. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.